retrouve pour un update lecture. Et comme je vous en avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo, je vais vous faire l'update lecture de la totalité des livres que j'ai lus au mois de juin, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, il y en a 8, bon, ce qui est mon rythme normal en fait, mais je me suis dit que là ça passait bien, et puis comme ça, je repartais sur des bonnes bases pour ne pas avoir trop de retard dans la publication des vidéos. Cette vidéo, ça va aussi être la première fois que j'utilise mon nouveau système de notation des livres. Si jamais vous voulez savoir de quoi je parle, j'ai fait une vidéo, c'était il y a 2 ou 3 vidéos, où j'expliquais quel allait être mon nouveau système, quels critères entrent en jeu pour noter un livre. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois que je vous parle d'un roman, dans tous les cas, je vous parle de mes impressions comme je faisais avant. Et ensuite, je vous mettrai une petite slide où je vous mets chacun de mes critères, la note sur 10 de chacun des critères et la retranscription de la note sur 5 ou 10, je ne sais pas encore, pour que vous ayez une idée plus précise de la note qui correspond à mes impressions. Alors, avant de commencer, j'ai oublié de dire que par rapport à mon système de notation, je l'ai un peu changé dans le sens où je ne pense pas mettre le plaisir de lecture à un coefficient 2. Je pense que je vais tout laisser au même plan, ça me paraissait beaucoup plus facile après coup une fois que je l'ai testé sur plusieurs romans, parce que je trouvais que quand je faisais coefficient 2, ben, du coup, certes le plaisir de lecture est hyper important, mais finalement l'histoire, le style et tout était aussi important et ça me paraissait moins juste, donc on va faire au plus simple et ça va être coefficient 1 pour tout. Je commence tout de suite avec Prête à tout de Joyce Maynard, publié aux éditions 10-18. Joyce Maynard, c'est une autrice que j'avais déjà lue, j'avais lu Une adolescence américaine, parce qu'elle a eu une relation quand elle était jeune avec Salinger, donc l'auteur de L'Attrape-cœur, qui est un de mes romans préférés, et je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et j'étais vachement intéressée par cet aspect-là, parce qu'ils avaient quand même une grande différence d'âge. Je crois que c'est une relation qui ne s'est pas bien passée, il était assez toxique pour elle. Ça me fascinait un peu de découvrir l'homme derrière le mystère, puisque c'est quelqu'un de très mystérieux, qui vit reclus, qui donnait aucune interview. Donc j'avais lu ce roman que j'avais quand même bien aimé, et là j'en ai 2 dans ma palle, et donc j'en ai sorti un premier, celui-ci, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma par je sais pas qui, mais en tout cas avec Nicole Kidman dans le rôle principal, dans les années 90, je crois au début 2000, et franchement je la vois hyper bien dans le rôle. Ce roman-là, c'est quoi? C'est un roman dans lequel on va suivre Susan Stone, qui est une jeune femme en Amérique, qui a toujours rêvé de faire de la télévision. Vraiment son plus grand rêve, c'est d'être présentatrice télé, et limite depuis qu'elle est petite, elle s'entraîne pour ça. Elle s'entraîne à répéter les nouvelles, à avoir la bonne attitude, savoir comment sourire, comment parler. Tout son être, toute sa vie est focalisée vers la poursuite de ce but, qui est de devenir une présentatrice télé. Et on va la suivre en fait, plus son procès, en tout cas c'est ce qu'on comprend, puisque tout le roman est sous forme de témoignage. Chaque chapitre, c'est le témoignage d'un personnage différent. Les personnages reviennent, hein. Parfois, par exemple, ses parents vont témoigner plusieurs fois, d'autres personnages vont témoigner plusieurs fois. Elle témoigne aussi parce qu'elle s'est mariée jeune à un jeune homme bien sous tout rapport, et un jour, il va être assassiné par 2 jeunes garçons avec qui Suzanne avait des liens. Parce qu'en fait, elle va être, je vais reprendre un peu parce que là je me rends compte que c'est un peu brouillon. En gros, Suzanne va obtenir un poste dans une chaîne de télé locale, donc bien loin de ce qu'elle espère. C'est pas la grande chaîne nationale, mais elle se dit que c'est un tremplin. Sauf qu'à la base, elle est engagée pour être secrétaire, pour aller faire le café, les photocopies. Mais elle est pleine d'enthousiasme, elle va absolument gravir les échelons. Et elle va proposer de faire un reportage sur les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'ils pensent, leurs peurs, leurs désirs dans la vie. Et elle va aller dans un lycée pour essayer de trouver des volontaires. Et malheureusement, personne n'est vraiment intéressé, à part 3 personnes qui vont y aller un peu, pas vraiment de bon cœur. Il y en a un, c'est plutôt parce que son pote lui fait une blague pour venir. Donc il y a ces 2 garçons et une autre fille. Et elle va commencer à vouloir faire un reportage sur eux. Et là, à partir de là, le procès, enfin on est au moment de ce roman où son mari est mort, a été tué par les 2 hommes. Et la question c'est, est-ce que c'est Susan Stone qui a ordonné à ces 2 garçons de tuer son mari, ou est-ce que ce sont 2 garçons qui étaient tellement fascinés et obnubilés par elle qu'ils ont tué son mari en pensant la libérer ou que comme ça elle serait à eux?
Et en fait, on va suivre les témoignages de chaque personnage. Donc on commence vraiment au début avec ses parents, sa sœur, qui vont beaucoup parler de son enfance, de quel genre d'enfant elle était, de cette façon d'être focalisée sur ce métier de journaliste. On a Susan Stone qui explique qu'elle a toujours voulu faire ça et à quel point elle est passionnée, que bien sûr elle est innocente, qu'elle aimait son mari à la folie et qu'elle est vraiment hyper dévastée qu'il soit mort. On a la famille du mari mort qui va témoigner aussi, qui disent que voilà, ils l'aimaient bien, mais là quand même ils ont toujours eu des petits doutes et là maintenant pour eux, ils sont dévastés, ils pensent vraiment qu'elle est coupable. Et on a aussi ces deux garçons qui sont sur le banc des accusés et ils vont donner leur version de l'histoire, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Et c'est assez intéressant parce que pendant tout le roman, on va avoir la version de Suzanne, la version des deux garçons et les témoignages des proches pour nous permettre d'appréhender leur personnalité. Et j'ai adoré cette façon de faire. On a l'impression limite de lire un true crime ou de lire un retranscrit d'un procès presque. Il n'y a pas des questions, c'est vraiment juste les personnages qui parlent. Mais c'était hyper fascinant. Moi j'ai l'impression d'avoir cette plongée dans l'Amérique des banlieues, l'Amérique bien sous tout rapport. Tout le monde est un peu pareil, tout le monde a une vie en apparence très lisse, très conforme à la norme, sans éclat. Et en fait, on se rend compte que sous ces apparences, le vernis va craquer, que les passions couvent, qu'il y a beaucoup de rivalité, qu'il y a beaucoup d'ambition, qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent. Et c'est le moment où éclate le drame. Et j'ai trouvé que le roman était vraiment maîtrisé du début à la fin. C'était passionnant à lire. En plus, on se sent vraiment embarqué dans l'histoire. On se pose des questions. De quel côté on est? Est-ce qu'on est plutôt du côté de Suzanne? Est-ce qu'on est plutôt du côté des garçons? On a les deux points de vue qui souvent sur un même événement sont complètement différents. Chacun raconte quelque chose de complètement différent. Ce qui fait que soit on peut considérer que Suzanne a été la victime de deux adolescents complètement en mal d'amour et en même temps limite voilà, un peu sociopathe sur les bords, ou on peut considérer que Susan Stone est une énorme manipulatrice, qu'elle s'est rendue compte que son mari allait la gêner dans la poursuite de sa carrière et elle a essayé d'embrigader ces deux jeunes pour qu'il tue son mari et qu'il la débarrasse et qu'elle puisse enfin vivre la vie à laquelle elle aspire depuis toujours. Donc vraiment c'est un roman fascinant. J'adore la plume de l'autrice. Je pense que je vais lire sans doute tous ses romans un jour. J'en ai encore un dans ma palle qui s'appelle Les filles de l'ouragan. Et j'ai très envie de lire son dernier parce que j'ai vu que des avis dithyrambiques dessus. Mais pour ça, j'attends d'aller au salon du livre de Nancy, si j'y vais. À la base, j'avais pas l'intention d'y retourner parce que l'année dernière, j'avais pas trouvé ça fou, trop de monde. J'avais pas aimé faire la queue pendant des heures et des heures. Mais là, sachant qu'elle vient, j'ai quand même vraiment envie de la voir et de refaire le plein de romans d'elle. Donc vraiment, si vous la connaissez pas, que vous voulez lire quelque chose d'assez particulier, un roman un peu noir et en même temps un roman social, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, on va passer à Pages & Co. Et là, c'est le tome 1 de Anna James et c'est publié chez HarperCollins en version VO. Je trouve la couverture hyper jolie. De toute façon, les romans en VO, souvent, ils ont des couvertures très très belles. C'est un roman jeunesse que j'avais choisi à moitié par hasard quand j'étais à Londres et à moitié parce que j'en avais déjà vaguement entendu parler sur des comptes Bookstagram et je m'étais dit, ah ben tiens, je passe devant, c'est l'occasion. Dans ce roman, on va suivre une jeune fille de 11 ans qui s'appelle Tilly et qui vit au-dessus dans un appartement avec ses grands-parents qui est au-dessus de leur librairie. Donc ils ont une magnifique librairie, c'est vraiment le cliché de la librairie qu'on rêve tous d'avoir, je pense, en tant que lecteur. Vous voyez, c'est cet endroit qui est limite un peu poussiéreux, un peu sombre, il y a plein d'allées, il y a tous les sujets qu'on veut. À chaque allée, on va trouver des petits poufs confortables, des grosses chaises confortables, on peut s'asseoir, on peut lire à l'intérieur, on peut boire le thé en même temps, il y a un petit café attenant, ils font des pâtisseries, enfin vraiment la librairie cosy par excellence, qu'on arrive très très bien à se représenter dans sa tête, je pense, puisque c'est un peu ce à quoi on rêve souvent quand on se dit, ah ben, si j'avais un autre métier, j'ouvrirais ma librairie, salon de thé, / fleuriste, / je sais pas quoi. Et là, c'est vraiment cette atmosphère qu'on ressent. Et donc Tilly, elle est élevée par ses grands-parents puisque sa mère a disparu quand elle était bébé.
et elle n'a jamais connu son père et personne ne parle vraiment de lui. Ses grands-parents sont toujours très évasifs quand elle essaye d'évoquer son père. Et en fait, un jour, elle va avoir la visite de personnages de romans qu'elle adore, puisque c'est une jeune fille qui adore lire, elle a été élevée dans ce milieu-là, et deux personnages de romans qu'elle aime beaucoup vont venir à sa rencontre, et elle va se rendre compte à ce moment-là qu'elle est capable de voyager dans les livres, et que c'est un talent qui est transmis dans toute sa famille, que tout le monde a ce pouvoir-là dans sa famille, et à partir de là, on va la suivre dans des aventures livresques, c'est vraiment le cas de le dire, puisqu'elle va voyager dans plusieurs romans, et on va découvrir qu'il y a toute une société qui régit le voyage dans le livre, on s'appelle le Book Wanderer, et que voilà, il y a plein de règles à respecter, il y a une façon de voyager, il y a des choses à savoir pour pouvoir revenir dans la réalité, et surtout il faut faire attention parce que si on est blessé dans un roman, et ben on reste blessé au moment où on en ressort. Donc par exemple, si on va dans un roman qui se passe sur un champ de bataille et qu'on est tué, ben, on va vraiment mourir. Et en fait, Tilly, de cette manière, va essayer de résoudre le mystère de la disparition de sa mère, qui est étroitement lié à cette habilité à voyager dans les livres. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, c'est très mignon, mais il faut savoir que c'est quand même très jeunesse. Pour moi, c'est plutôt un roman vers l'âge de 7 à 8 ans, je dirais. Et c'est vrai que je lis beaucoup de jeunesse, mais souvent je lis quand même des choses qui se lisent peut-être plutôt vers 9-10 ans. On peut penser que c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça fait quand même une différence au niveau de la lecture. Là, j'ai trouvé que c'était un poil limite par rapport à ce que j'aimais, que ça restait peut-être un peu trop gentillet. Ceci dit, j'ai quand même passé un super moment. Ça se lit hyper facilement. Si vous cherchez à débuter l'anglais et que vous voulez quelque chose de très facile, je vous le recommande à 100%. C'est une atmosphère qui est très cosy, des personnages qui sont attachants, qui sont hyper mignons. Je pense que je continuerai quand même la série puisqu'il y a 6 tomes en tout. Donc c'est pas un engagement énorme et en même temps j'ai quand même envie de voir la suite. Les choses en fait que je reproche un peu, c'est que je m'attendais à ce qu'il y ait une certaine tension dramatique qui s'installe et qui soit maintenue sur plusieurs tomes. Et en fait là il y a des choses qui vont se résoudre très rapidement dans ce roman-là, alors que vraiment je m'attendais à ce que ça reste un mystère, qu'on ait le temps au fur et à mesure des tomes d'échafauder des hypothèses, qu'on nous donne des indices disséminés par-ci par-là, et en fait non, tout est résolu. Et comme j'ai eu l'impression de ne pas avoir eu le temps de réfléchir au problème, quand tout se résout, ça m'a un peu enlevé de la tension dramatique. Du coup j'étais un peu déçue pour ça, parce qu'en fait finalement ce roman limite il se suffit à lui-même. Et on n'a pas besoin de lire la suite, quoi, alors que moi je m'attendais quand même à quelque chose de plus ouvert en fait. Donc voilà, ça c'est mon petit reproche du point de vue du storytelling. J'aurais préféré une intrigue propre à l'histoire, plus un fil rouge qui se déroule sur plusieurs tomes, peut-être même sur tous les tomes, mais ce n'est pas le cas. Voilà, ça reste quand même une bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un roman qui m'a été offert par Babelio lors de la masse critique et les éditions Philps, donc ils font partie du groupe Brajlon, pour la dernière masse critique de l'année, et il s'agissait de Eddie and Violet Bond de Amanda Glaze. Dans ce roman, on va être aux États-Unis, à Sacramento, plus précisément à la fin du 19e siècle, et on va suivre deux jeunes filles de 17 ans qui sont jumelles et qui sont médiums. Il y en a une qui a la capacité d'ouvrir le voile qui sépare la vie de la mort, et l'autre qui est capable de traverser ce monde-là pour aller retrouver les esprits. Et en fait, elles mettent leur talent au service d'une compagnie un peu itinérante de médiums et autres personnes dans le même genre qui vont tous avoir une activité qui frôle avec le fantastique et qui vont, en fait, elles reçoivent comme clients des personnes qui veulent parler à des personnes qui sont décédées, qui veulent rediscuter avec eux. Sauf que finalement, ça reste quand même une petite arnaque dans le sens où elles prennent des renseignements à l'avance sur les clients qu'elles vont recevoir pour leur séance parce qu'elles ne veulent pas utiliser vraiment trop leurs dons. De base, en fait, la personne qui les emploie considère qu'elles ont un petit côté mystique, mais ils pensent que c'est majoritairement du charlatanisme et elles ne veulent pas révéler que c'est vrai.
Ce sont deux jeunes filles qui se sont enfuies de chez elles après la mort de leur mère parce que leur père est pasteur et a toujours été il est devenu avec le temps très rigoriste, très strict. Il était complètement contre ce travail de médium, le fait que leur mère les entraîne à améliorer leurs capacités dans ce domaine-là. Et donc elles ont décidé de s'enfuir avant de risquer de se retrouver coincées à l'asile. Au moment de l'histoire, ce qui se passe, c'est qu'il y a une doute sur un tueur en série qui assassine des femmes médiums. Et donc l'une des jeunes filles, Eddie, va commencer à enquêter avec l'aide d'un jeune homme qu'elle a rencontré par hasard. Ce roman a été plutôt une déception pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai pas du tout réussi à m'attacher aux personnages. J'ai trouvé que la façon dont ils étaient décrits, même si on rentrait un peu dans leurs émotions, ça restait quand même trop superficiel. Et franchement, ils m'étaient tous complètement indifférents. Ils me laissaient vraiment indifférente, j'avais aucun attachement à eux, à ce qui pouvait leur arriver. Et donc du coup, j'étais pas du tout intégrée dans l'histoire, je me sentais pas du tout investie dans cette histoire. La deuxième chose aussi, j'ai pas trop aimé le style que j'ai trouvé assez plat, rien de dramatique, mais rien qui accroche l'œil ou qui en tout cas est notable. Et je m'attendais pas à ça, je m'attendais limite à une vraie enquête, auréolée de fantastique bien sûr, mais je m'attendais à ce que le cœur du roman soit vraiment cette enquête sur les médiums assassinés. Et j'ai trouvé que finalement c'était trop plat, il se passait pas grand chose, ça allait doucement, il n'y avait pas vraiment de rebondissement. Donc j'ai pas réussi à être dedans, donc ce côté-là est tombé à l'eau, les personnages sont tombés à l'eau, la plume bof. Voilà, il ne restait pas grand-chose. Ce qui restait pour moi, c'est le côté très féministe de ce roman, avec notamment la dénonciation de la condition de la femme à cette époque, le fait que la femme était à la merci des hommes, en tout cas des hommes de sa famille, donc ça pouvait être un frère, un mari, un père, le fait qu'elle pouvait être internée même si elle n'avait aucun problème à partir du moment où elle gênait, le fait qu'elle ait beaucoup moins de droits. Eddie, elle est vraiment dans une période où elle s'émancipe, ou en tout cas elle s'ouvre l'esprit au féminisme et elle réalise beaucoup de choses, elle réalise combien d'injustices sont vécues par les femmes à son époque, et ça j'ai trouvé ce côté-là hyper intéressant. Notamment il y a toute une thématique sur le fait que les femmes étaient internées contre leur volonté, donc autant ce côté-là m'a vachement plu, autant tout le reste j'ai pas du tout accroché. Il faut savoir aussi que ce genre de spiritualité, c'est pas quelque chose auquel je suis très réceptive. Dans la postface, l'autrice parle du fait que ces deux personnages sont fortement inspirés de sa grande tante, je crois, et de sa sœur, qui était aussi jumelle et qui était aussi médium. Et j'avoue que je suis un peu sceptique, et donc du coup, je pense que c'est pour ça que ça l'a pas tout à fait pour moi. Lecture d'après, il s'agit de Le Chancelaire de Samantha Shannon, qui est le tome 3 de la saga The Bone Season, publié aux éditions de Saxus. Alors j'ai les deux premiers tomes en brochet, mais comme le violet c'était une de mes couleurs préférées, j'ai voulu l'acheter en hardback. Alors là je ne vais pas trop rentrer dans les détails par rapport à ça, parce que déjà c'est un tome 3 d'une saga, et ensuite c'est une saga qui est hyper complexe, et je me rends compte que j'ai toujours du mal à tout comprendre dedans. Et ce tome-là, contrairement à la plupart des gens qui considèrent que chaque tome est meilleur que le précédent, pour moi, c'était un peu moins bien que les deux premiers, parce que j'ai réalisé qu'il y avait plein de choses que je captais pas, et du coup, ça m'a un peu frustrée dans ma lecture. Même si, à partir du tome 3, on comprend globalement l'univers, ça c'est bon, mais je sens qu'il y a plein de petites subtilités qui m'échappent, et ça me frustre beaucoup parce que c'est quand même la base du monde qu'elle a créé. Dans ce tome-là, on suit toujours Paige, on suit toujours Arcturus, on suit toujours les autres personnages, et le but de ces personnages, donc les clairvoyants, ça va être d'arrêter la mise en place de scanners qui permettent de détecter l'anormalité, et donc qui permettent de détecter les clairvoyants, parce que c'est un objet que le gouvernement est en train de mettre en place pour les arrêter plus facilement, et donc elle va essayer de stopper cette mise en œuvre. Donc c'est un roman dans lequel on voyage beaucoup, parce qu'elle va beaucoup bouger dans plein d'endroits. Il y a de l'action non-stop, ça s'arrête jamais. Elle est jamais en paix, elle est jamais au calme. Il y a toujours un truc qui se passe. En plus, elle est recherchée.
Donc beaucoup de stress, beaucoup de tension dans ce tome-là. Il y a des moments assez durs aussi. J'ai quand même beaucoup aimé, mais voilà, le fait de sentir que je reste un peu en dehors de l'histoire parce que je n'ai pas les capacités pour tout comprendre, ça me frustre un peu. Je fonde beaucoup d'espoir sur le fait de relire cette saga avant que le tome 5 sorte. Donc il me reste encore le tome 4 que je lirai à l'automne et le tome 5 doit sortir en VO en 2025. Donc je pense que en 2024 ou début 2025, je les relirai tous en prenant mon temps, peut-être même en prenant des notes, en regardant sur internet des explications, parce qu'il doit y avoir des gens qui ont compris mieux que moi. Et j'espère que ça ira mieux, parce que là, clairement, ce roman avait le potentiel pour être une super lecture, une lecture que j'aurais adorée, mais j'ai été limitée par ma compréhension. Prochaine lecture, il s'agit d'un roman que j'ai lu pour le Cozy Mystery Book Club. C'est Une insolente curiosité de Lynn Messina, publié aux éditions 10-18. Et c'est le premier tome d'une saga de Cozy Mystery qui est Les enquêtes de Béatrice Hyde-Clark. Et les 4 premiers tomes sont déjà parus aux éditions Les Escales. Et je crois qu'en VO, il y en a déjà une dizaine. Donc cette saga se passe à l'époque de la Régence anglaise. Et on va suivre cette jeune femme, Béatrice Hyde-Clark, qui est assez différente des autres femmes dans le sens où elle a déjà 26 ans, elle n'est pas mariée, elle n'a pas de travail bien sûr, et elle vit avec son oncle, sa tante et ses cousins depuis que ses parents sont morts lorsqu'elle était très jeune. Et en fait, lors d'une partie de campagne, il va y avoir quelqu'un qui va être assassiné et elle va faire équipe avec un homme pour essayer de trouver qui a bien pu tuer cette personne-là. C'est un roman qui a été plutôt pour moi en demi-teinte. Ceci dit, les Cozy Mystery, souvent les premiers tomes sont moyen bof ou sympa sans plus. C'est plutôt l'exception quand je trouve un premier tome excellent, comme par exemple Rendez-vous avec le crime, que j'avais trouvé génial. Meurtre et pépite au chocolat, je l'avais quand même beaucoup aimé à l'époque, Le bureau du mariage idéal. Mais sinon, la plupart du temps, je trouve ça sympa, mais très lent et très introductif. Et là, même si le crime arrive assez tôt, j'ai pas non plus accroché des masses. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'humour, ça j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le personnage principal, mais il y a quand même aussi pas mal de répétitions et l'enquête n'est pas incroyable honnêtement. Les personnages secondaires sont très oubliables, ils ne se démarquent pas suffisamment pour qu'on soit intéressé par eux. Et voilà, j'ai essayé bien sûr d'échafauder des hypothèses, mais j'étais pas non plus à fond dedans. Ceci dit, on doit lire le tome 2 en octobre avec le Cozy Mystery Book Club, puisque il va sortir en poche et j'aime bien laisser leur chance au livre, au Cozy Mystery, donner au moins 2, voire même 3 tomes avant de me décider. Et là, clairement, je vais quand même continuer parce qu'on est sur une période qui me plaît. On est sur un couple principal, même s'ils ne sont pas en couple, qui me plaît. On est sur un humour aussi qui me plaît. Donc voilà, j'attends juste un tout petit peu plus de peps et un peu moins de répétition sur certains plans de l'histoire. Et je pense que ça va me plaire. Ensuite, j'ai lu Une dangereuse alliance de Jenieke Cohen, publiée aux éditions Pocket Jeunesse. Ouais, c'est ça, Pocket Jeunesse. Et c'est un roman que j'ai trouvé sympa, mais sans plus. C'est une austenerie, c'est-à-dire un roman très grossièrement dérivé de l'univers de Jane Austen. En l'occurrence, ici, on est plus ou moins à son époque, elle est encore vivante, et on suit une jeune femme qui est fan d'elle, qui a lu tous ses romans déjà parus, même si à l'époque ils sont parus par une dame, donc on ne sait pas son identité, mais celle-ci commence à être chuchotée dans les cercles de la bonne société. Et elle va s'inspirer des romans de Jane Austen et de ses héroïnes pour prendre ses décisions dans leur vie. Alors le lien avec Jane Austen était quand même assez grossier et pas hyper travaillé, on ne rentre pas en profondeur dedans, donc forcément toujours ce petit côté un peu décevant parce qu'en tant que fan de Jane Austen, on s'attend vraiment à avoir quelque chose qui rend vraiment hommage ou qui est vraiment très travaillé. Et là, c'était pas le cas, mais peut-être que c'était simplement moi qui en attendais trop et que si vous n'êtes pas spécialement fan de Jane Austen, ça va totalement le faire. Mais voilà, moi, ça a été un premier point qui m'a un peu déçue. Pour vous expliquer un peu l'histoire, on suit une jeune femme de la bonne société, Victoria, qui a peut-être 17 ans, qui n'est pas mariée,
qui n'est pas spécialement fan des réceptions dans la haute société, tout ça. Elle aime rester dans son domaine, se balader à cheval. Mais sa grande sœur va fuir un mari violent. Et à ce moment-là, il faut que Victoria devienne l'héritière. Et pour ça, il faut qu'elle trouve un mari. Et en fait, on va la suivre un peu dans son entrée dans la haute société où elle va se faire courtiser par plusieurs hommes. Et toute la question va être de savoir quel homme elle va choisir. Est-ce qu'ils sont honnêtes? Quelles sont leurs intentions derrière? Alors, c'est évident dès le début qui va être l'homme l'heureux élu. C'est pas tellement un problème puisque comme dans plein de romans et notamment dans les romans de Jane Austen, souvent on le sait dès le début et ce qui intéresse c'est de voir le cheminement. Ici, pour parler des bons points, je dirais qu'il y a un aspect de la société de l'époque qui est abordé et que je n'avais jamais vu aborder jusqu'à présent, c'est le thème du divorce. À cette époque-là, c'était quand même hyper compliqué pour une femme de divorcer. Ça a engendré toute une toute une série de problèmes administratifs déjà. Il y avait plein de demandes à faire, il y avait plein de risques, en sachant qu'un homme, quand il se marie, il avait quand même les droits sur tout ce que possédait sa femme, en sachant que sa sœur, après, n'a plus du tout le droit de se remarier. Enfin, il y avait tout un aspect de cette époque-là dont je n'étais pas du tout au courant. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant à découvrir puisqu'on sent que l'autrice s'est renseignée, elle cite des cas, à la fin elle explique vraiment quelles ont été ses sources bibliographiques pour faire ce roman et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant et ce point de vue était quand même assez féministe. Après sur le reste de l'histoire, donc vraiment l'histoire purement de Victoria qui cherche à se marier, j'ai été un peu plus déçue parce que tout était hyper grossier et hyper rocambolesque. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, de ce point de vue-là, très peu de crédibilité historique, je pense, voire même zéro. C'est un peu comme les Bridgerton, c'est bien mignon, mais globalement, on sait qu'il y a plein de choses qui se passent qui ne seraient pas du tout acceptées à l'époque. Ça passe parce que voilà, c'est des romans écrits aux années 2000, donc Julia Quinn n'a pas vécu à cette époque-là, elle ne peut pas la retranscrire à 100%, mais clairement, on ne lit pas pour ça. Mais là, c'est vrai que je m'attendais quand même à un minimum de crédibilité historique, je m'attendais à quelque chose qui reste dans la veine des histoires d'amour de Jane Austen, et là, ce n'était pas du tout le cas. On a des scènes, mais hyper rocambolesques, on a des enlèvements, des kidnappings, des batailles, des morts, des tentatives de viol, enfin vraiment, ça part dans tous les sens. Et je veux bien croire qu'à l'époque, il y avait des hommes qui étaient violents, il y avait de la maltraitance conjugale ou en dehors, il y avait du harcèlement sexuel, mais là j'ai trouvé que avoir tout mis d'un coup, ça faisait une bouillie pas du tout crédible et ça rendait le tout moins intéressant. Donc ce côté-là m'a un peu déçue et comme c'est la majorité de l'histoire, ben voilà, du coup forcément, même si je l'ai lu sans déplaisir, j'ai pas trop accroché à ce côté-là, sans compter que les personnages sont pas hyper sympathiques. J'ai beaucoup aimé Victoria, j'ai beaucoup aimé un des prétendants aussi, mais sinon j'ai trouvé que ses parents étaient pas très sympas. Du coup ils veulent la marier parce que c'est le seul moyen pour eux de garder le domaine familial et que ça tombe pas au mari de sa sœur, mais ils ont vraiment aucune empathie pour Victoria, pour ce que ça peut faire du jour au lendemain de s'entendre dire qu'il faut qu'elle se dépêche de se marier. Il la presse vraiment beaucoup, je trouve. Sa sœur, qui bien sûr vient de vivre un traumatisme, hein, elle a vécu avec un mari violent, elle a du mal à s'en remettre, elle a du mal à se confier, mais pendant tout le roman, elle est vraiment hyper désagréable avec Victoria. Elle lui en veut beaucoup d'avoir jamais répondu à ses lettres, par exemple, alors qu'en fait, les lettres n'étaient jamais arrivées, mais elle va vraiment avoir un comportement hyper antipathique envers sa sœur, comme si elle lui reprochait toute sa souffrance, ou en tout cas comme si elle reportait toute la souffrance et toute la colère qu'elle ressent envers son mari sur sa sœur, et j'ai trouvé ça profondément injuste. Donc voilà, ça a été, de ce côté-là, ça a été un peu décevant. Le méchant de l'histoire, parce qu'il y a vraiment un grand méchant, il est d'une noirceur, mais à un point que c'est vraiment grotesque. C'est le méchant qui clignote en rouge à plein feu pour qu'on comprenne que c'est bien lui, pour qu'on comprenne qu'il est vraiment très méchant. Et voilà, un peu plus de subtilité, j'aurais un peu plus apprécié. Englewood de Stella Gibbons,
Là encore, c'est une édition en VO, mais il existe en français sous le titre Le bois du rossignol. Et là encore, c'est une lecture fortement mitigée. Dans ce roman, on est, je crois, dans les années 20. Il me semble que la Première Guerre mondiale est déjà passée, mais pas la Deuxième. Et on va suivre une jeune femme, Viola, 21 ans, qui a perdu son père il y a un petit moment, qui est très triste par rapport à ça, puisqu'elle avait une relation assez proche avec lui, donc elle n'a plus de famille. Et elle était vendeuse dans un magasin. Elle s'est mariée avec un jeune homme, pas vraiment par passion, un peu limite par ennui, parce qu'elle avait rien de mieux à faire. Ce jeune homme décède, et donc la famille de ce jeune homme lui dit qu'il faut qu'elle vienne vivre avec eux, qu'ils vont s'occuper d'elle. Et c'est une famille qui est assez particulière, finalement qui est assez austère. Ils vivent dans une grande demeure, mais qui est très austère dans le style. C'est sombre, il n'y a pas de vie, c'est morne, ils reçoivent quasiment personne. Son défunt mari avait 2 sœurs qui sont un peu plus âgées de Viola, elles ont là 35 et 40 ans, mais elles ne sont pas hyper chaleureuses et hyper sympathiques avec elle. Son beau-père, il a une obsession pour l'argent, il n'est pas forcément ultra avare, mais il a cette obsession pour l'argent où il aime savoir combien est-ce que les gens ont d'argent, comment ils le dépensent, comment le placer. Et il a vraiment cette obsession. C'est même pour ça qu'il invite Viola à la base à vivre avec eux, parce qu'il se dit elle va sinon dilapider l'héritage de mon fils, il faut que je l'aide à faire des bons placements. Donc Viola, elle vit une vie plutôt morne et plutôt monotone à cet endroit-là. Déjà, elle est triste, surtout d'avoir perdu son père, mais ensuite, elle a 21 ans et elle se retrouve cloîtrée dans une maison où elle s'ennuie à mourir, tout en se disant qu'elle n'a aucune perspective d'avenir. Et en fait, dans ce village, il y a une autre demeure avec un jeune homme qui a tout pour lui. Ils sont riches, ils sont joyeux dans sa famille, il est beau, il est intelligent, il a une belle voiture, il organise des fêtes somptueuses. Et Viola, elle est un peu en mode, elle rêve de l'épouser, même s'il est promis à une autre. Et donc finalement, ce roman, ça va être un peu l'histoire de ce village, puisque ça ne se concentre pas que sur Viola, mais ça se concentre aussi sur ses belles-sœurs, sur ce jeune homme Victor sur qui elle a des vues et sur d'autres personnages. Et en fait, on suit un peu l'histoire de ce village avec ses cancans, avec voilà, ses potins, avec ses soirées, ses réceptions, ses changements, ses bouleversements. Et c'est sympa, c'est pas désagréable, mais j'ai pas accroché parce que c'est vrai que les personnages sont pas spécialement sympathiques. Viola, elle est bien mignonne, mais elle est très naïve, elle est très nunuche. Alors c'est de son âge, hein, forcément, mais on a du mal à accrocher énormément. Le héros, pareil, j'ai beaucoup de mal à accrocher, enfin j'arrive pas à le voir comme le héros, parce que par exemple, j'ai lu qu'elle était souvent comparée à la Jane Austen du XXe siècle, sauf que dans Jane Austen, je trouve que les héros masculins sont quand même sympathiques dans l'ensemble. Là, franchement, ils ressemblent plus au mauvais garçon qu'au bon mari avec qui on finit à la fin. Il se joue beaucoup de Viola quand même pendant une grosse partie du roman. Elle revient à chaque fois. Donc cette partie m'a moins plu. Il y a toute une autre partie avec un personnage qui s'appelle l'ermite, qui est hyper bizarre et qui est plutôt antipathique. Je ne l'ai vraiment pas aimé. Et surtout, tout se passe très très lentement. C'est-à-dire qu'avant que Viola vraiment rencontre Victor au cours d'une soirée, qu'elle tombe folle amoureuse de lui, il va se passer plus de 150 pages. Ensuite, l'histoire s'étire et il se passe des milliers de choses, mais rien de vraiment fou, rien de passionnant. Et à la fin, les 100 dernières pages, ça s'accélère un peu. Et puis, on va avoir un épilogue de genre 20 pages où elle fait le point sur chaque personnage. Et ce côté-là, je l'ai trouvé aussi hyper ennuyant. Donc dans l'ensemble, un avis très mitigé parce qu'il y a un manque de rythme certain dans ce roman, que les personnages ne m'ont pas spécialement plu, ils n'ont pas beaucoup de charisme. J'ai trouvé aussi que si on sentait qu'en fait elle voulait un peu se moquer de ses personnages, qu'il y a une volonté d'avoir de l'ironie envers eux, envers voilà, ces personnages, mais que c'était pas très bien traité au point qu'on peut le prendre au sérieux. Et en tout cas, on ne sent pas vraiment cet humour hyper fin comme on peut le sentir chez Jane Austen, encore une fois, où là, on sait vraiment quel personnage elle a choisi pour les ridiculiser. Là, on le sait aussi, mais c'est fait de manière un peu tiède. On a l'impression qu'elle essaye, mais elle essaye pas trop. Elle veut les rendre attachants, mais en même temps pas trop. Et au final,
on finit par les trouver inintéressants et à ne pas s'attacher à eux du tout. Le dernier roman que j'ai lu, c'est un roman que j'ai lu en audio sur les conseils de The Stolen Book. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne YouTube si vous ne la connaissez pas. J'aime beaucoup le dynamisme dans ses vidéos. Et elle avait beaucoup parlé d'un roman qui est Les Trois épouses de Blake Nelson. Comme il était disponible sur Story, je me suis dit, je vais me lancer. Dans ce roman-là, on va suivre, on se retrouve, alors je ne sais plus du tout dans quel état, ça craint parce que je sais que c'est un état important pour les Mormons. En tout cas, là, ils habitent près de Salt Lake City. Il faudrait que je regarde dans quel état c'est. Et en fait, Blake Nelson est retrouvé mort dans son domaine. Il habitait dans une sorte de ferme, loin de tout. Il est retrouvé mort dans le désert. Personne n'allait par là. Donc ça peut être que 3 personnes qui l'ont tué. C'est ces 3 femmes. Puisqu'il était mormon, il a décidé d'aller dans la branche des mormons qui autorise la polygamie, même si la plupart de la communauté mormone est contre ça. Et d'ailleurs, il s'est mis à dos une partie de sa communauté mormone et une partie de sa famille. Et donc tout le roman, ça va être des chapitres du point de vue de chacune des 3 femmes qui sont très différentes. On a Rachel qui est vraiment la parfaite épouse mormone, qui cuisine, qui s'occupe du ménage, qui s'occupe de tout, qui veut tout diriger. On a Emily qui est une jeune fille un peu naïve, un peu nunuche, sortie d'on ne sait où, qui fait que mentir. Et on a Tina qui est une ancienne prostituée addicte à la drogue, qui s'en est sortie via des foyers de désintoxication et qui a épousé Blake vraiment par amour. Et avec ces 3 points de vue, on va voir un peu comment est-ce qu'elles cohabitaient, comment se passait leur vie avant la mort de Blake, et aussi on va suivre l'enquête pour la mort de Blake, puisqu'on suit les policiers qui vont régulièrement les interroger, faire des nouvelles découvertes, etc. C'est un roman qui est vraiment hyper intéressant, il m'a beaucoup plu. J'ai vraiment aimé ce principe des trois points de vue. J'ai aimé avoir un petit aperçu de la communauté mormone. J'ai aimé l'ambiance du roman, vraiment, voilà, Amérique profonde, une vie qui est à l'opposé complète de ce que nous on connaît du point de vue occidental, dans le sens où, par rapport à tous les pays occidentaux, je trouve que c'est une vie qui reste quand même très très éloignée de la nôtre. Les personnages sont très bien faits, honnêtement. Il y a des fois au début on les déteste et puis finalement on apprend à les connaître, à avoir de l'empathie pour eux. La seule chose qui m'a un peu déçue, et c'est ce qui va faire que ma note totale ne sera pas parfaite, ou en tout cas ne sera pas géniale, c'est que moi je m'attendais à un pur thriller domestique. Je m'attendais vraiment à ce qu'en gros il faille choisir entre les 3 et qu'on ait des éléments pour choisir entre les 3 et que ça limite ça sorte pas du cadre de ces 4 personnages, donc Blake Nelson et les 3 femmes. Et en fait, l'intrigue est beaucoup plus vaste. Elle va dans des directions assez surprenantes. Je m'y attendais pas du tout, mais c'était pas forcément ce que j'aurais voulu en fait. Et je pense que voilà, j'aurais voulu une intrigue beaucoup plus resserrée, limite en huis clos, en quelque sorte, en faisant mes hypothèses, plutôt que de cette manière où on tombe sur une enquête un peu plus classique, on aborde d'autres thèmes qui sont originaux, hein, mais qui ne sont pas ceux que je recherchais en ouvrant ce roman, ou en tout cas c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc du coup, niveau effet de surprise, bon ben c'est au top parce que franchement, on part dans des directions j'aurais jamais pu deviner, mais voilà, j'aurais voulu quelque chose d'un peu différent. Ceci dit, ça a été quand même une super lecture, c'est hyper addictif, j'étais à fond dedans tout le temps, moi qui me lasse très vite pour les livres audio, là même s'il faisait 10 ou 11 heures, ben, j'en avais pas marre, j'étais toujours hyper intéressée par l'histoire, donc ça reste quand même un bon thriller. J'ai donc fini pour cette update lecture. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, s'il y a des romans que vous avez lus, des romans que vous avez l'intention de lire, si ce nouveau système de notation vous plaît, et on se retrouve bientôt.